Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur RCF dans la clé de l'histoire, votre rendez-vous avec les personnages et les événements marquants, parfois oubliés de notre passé. Alors aujourd'hui je vous emmène dans le Jura, à quelques kilomètres de Lons-Saunier, au village d'Arlay. Nous sommes dans les dernières années de l'Ancien Régime. La révolution gronde à Paris, mais ici, dans cette campagne paisible, rien ne semble troubler le faste des salons, les bals élégants et les carrosses étincelants. C'est le domaine d'une femme puissante, riche et fascinante. Élisabeth Pauline de Gand de Mérode-Isenguen, plus connue sous le nom de comtesse de Lauraguais. C'est à elle que l'on doit le magnifique château d'Arlay, joyau néoclassique du Jura. Qui est Élisabeth Pauline de Gand ? Elle est née le 22 octobre 1737 dans une famille de la plus haute noblesse. Son père, Alexandre de Gand, comte de Mérode, et sa mère, Marguerite Pauline de la Rochefoucauld, qui elle appartient aux plus anciennes lignées d'Europe. Elle grandit à Paris, éduquée chez les religieuses bénédictines de l'Abbaye aux Bois, pension réputée, où l'on forme les jeunes filles de l'aristocratie à la piété, à la conversation et surtout à un futur mariage avantageux. À 17 ans, ce qui est relativement tard à l'époque, ses parents la marient à Louis-Léon Félicité de Brancas, comte de Lauraguais. Brillant esprit des Lumières, amateur de sciences, de théâtre et de belles lettres, comme tout aristocrate sur cette fin d'Ancien Régime. Alors le mariage est célébré en 1757, avec l'autorisation du roi, indispensable à cette époque. Mais l'union tourne rapidement court. Le comte est volage, dépensier et affiche sans pudeur ses maîtresses. On raconte même qu'il alla jusqu'à envoyer à son épouse les enfants nés de ses aventures accompagnés de bijoux en guise de dédommagement. La comtesse, grande dame, éleva les enfants mais renvoyait les bijoux. Les absences de son mari et les scandales publics la conduisent à demander la séparation de corps en 1763, ce qui à l'époque est déjà un acte d'indépendance rare. Je vous rappelle qu'on ne divorçait pas à cette époque, on était simplement séparés. Les convenances avant tout. L'apparence surtout dans cette société d'Ancien Régime. Alors, cette séparation ne laisse pas démunie notre héroïne. Bien au contraire. Quelques années plus tard, elle hérite d'un oncle richissime, Louis de Gand de Mérode de Montmorency, maréchal de France. Aveugle et sans enfant, il l'a choisi comme légataire universel. À 30 ans, Élisabeth Pauline devient ainsi une femme immensément riche et influente. Elle a des domaines partout, aux Pays-Bas autrichiens, des hôtels particuliers à Bruxelles et à Paris, des titres de noblesse et de vastes terres en Franche-Comté, dont les châteaux d'Arlay et de Nozeroy. Cette fortune considérable lui offre une liberté rare pour une femme du XVIIIe siècle. Elle va l'utiliser pour affirmer son rang, mais aussi pour laisser sa trace dans la pierre. Car, dans les années 1770, la comtesse se prend de passion pour son domaine jurassien d'Arlay. Alors, le vieux bourg médiéval, perché sur la colline, est en ruine. On peut d'ailleurs toujours le voir. En ruine, malheureusement, à cause du roi Louis XI. Elle achète alors les terrains du bourg supérieur, fait raser les restes de l'ancien village et décide d'y bâtir une demeure moderne à mi-pente sur l'emplacement d'un ancien couvent de minimes abandonné. C'est l'architecte Rémy Léger, un comtois formé aux idées nouvelles, qui reçoit d'elle la mission d'édifier un nouveau château digne de sa splendeur. Alors, plutôt que de tout détruire, il conserve la base en U du cloître pour en faire un château néoclassique, sobre et majestueux. Alors, les travaux s'étalent de 1773 à 1783 et mobilisent près d'1 millier d'ouvriers. 2 pavillons encadrent la cour d'honneur. L'un pour les invités, l'autre pour le service et les écuries. Des fenêtres en pierre ocre, rapportées du château de Nozeroy, décorent la façade. Il est vrai que, pour y passer tous les jours, quand on voit le soleil couchant sur la façade du château, les reflets en sont magnifiques. Alors, une fontaine en fer à cheval orne l'entrée du parc et un balcon à colonnes offre une vue spectaculaire sur la vallée de la Seille. Quand elle y réside, la comtesse reçoit dans un éclat quasi princier. On parle alors de petit Versailles comtois. Arlay devient un centre mondain et culturel,
où se croisent savants, artistes et nobles provinciaux. Nous sommes sur RCF et je vous conte l'histoire d'Élisabeth Pauline de Gand, comtesse de Lauragais et comtesse d'Arlay surtout. Alors, on est resté sur Arlay qui était resté un centre mondain culturel. Mais pas que. Car la comtesse n'est pas qu'une bâtisseuse, c'est une femme de pouvoir, héritière des Chalon-Arlay et des Nassau. Elle se comporte comme une véritable princesse souveraine. À titre d'exemple, le 15 mai 1775, lors d'une visite solennelle à Arlay, elle arrive dans un carrosse attelé de 8 chevaux danois. Un privilège normalement réservé au roi et à la reine de France. Elle s'en fiche. 30 domestiques, des gardes et une foule médusée. Le ton est donné. Elle exige que les seigneurs comtois qui dépendent d'elle viennent lui prêter hommage. Tous obéissent, sauf le roi de Prusse, le grand Frédéric II, qui répond ironiquement qu'il lui faudrait loger alors 3000 chevaux pour venir jusqu'à Arlay. Elle revendique fièrement ses droits féodaux, mais un peu comme tous les grands seigneurs d'Ancien Régime, qui s'accrochent aux derniers privilèges que leur confère leur noblesse. Elle relève aussi des droits féodaux tombés en désuétude. Par exemple, lors du mariage de sa fille Louis-Antoinette avec le duc d'Arambert, elle fait lever une taxe de 3 livres par feu, c'est-à-dire par habitant, un droit féodal médiéval autorisé lors du mariage de l'aîné. Ce zèle lui vaut de nombreux ennemis, mais aussi le respect des notables comtois. Une comtesse qui aussi a les moyens, héritière des Chalon-Arlay, ses revenus atteignent 900 000 livres de rente par an, une somme colossale pour l'époque. Ça correspondrait à quelques 10 à 15 millions d'euros annuels, ce qui lui permet de mener grand train. Alors, en comparaison, il faut toujours donner des comparaisons sous l'Ancien Régime, un officier gagne environ 1000 livres par an, un paysan aisé entre 300 et 400 livres, et un manœuvrier entre 100 et 150 livres. Autrement dit, elle gagne à elle seule autant que 2000 à 3000 familles paysannes réunies. C'est tout dire. Alors, à Lons-le-Saunier même, elle fait construire un pigeonnier monumental. Je vous rappelle qu'un pigeonnier, le nombre de cases à l'intérieur correspond au nombre de terres que l'on possédait, pour rappeler symboliquement ses anciens droits seigneuriaux. Ce qui lui vaudra un procès avec la ville qu'elle perdra. Mais elle donnera en échange à la ville toute la colline de Montciel. Un geste resté dans les mémoires. Alors, on pourrait juger que Élisabeth Pauline de Gand est une aristocrate hautaine. Sa façon de vivre, de recevoir ses gens, comme elle dit, pourrait en témoigner. Mais il faut voir au-delà de l'apparence. Car elle s'inscrit aussi dans l'esprit des Lumières. Et les témoignages évoquent sa curiosité intellectuelle, son goût pour la science et la littérature, mais aussi ses gestes de charité. Un exemple. Un jour, une épidémie frappe les environs de Lons-le-Saunier. Elle fait venir un médecin renommé, le docteur Giraud, pour soigner les habitants. Souhaitant le remercier, elle lui propose un riche présent. Il refuse, mais lui suggère un autre geste, aider les paysans du Haut-Jura, ruinés par les disettes. Et la comtesse fait don alors de 700 hectares de forêt aux habitants de Mignot-Villard, un acte d'une grande générosité. Et c'est le docteur Giraud lui-même qui reçoit l'acte au nom du village. Désiré Monnier, un historien jurassien du XIXe siècle, décrit son portrait, visible au château. Une fable de noble port, au visage marqué par la petite vérole, mais à la figure fraîche et à l'âme généreuse. C'est peut-être là que se cache toute sa complexité. Une aristocrate fière, mais sensible à la misère du peuple. Nous sommes sur RCF, l'émission La Clé de l'Histoire, consacrée à Élisabeth Pauline de Gand, comtesse de Lauragais, dernière grande aristocrate de l'Ancien Régime. Tout le monde et le monde autour de la comtesse va brusquement s'effondrer, mais elle ne sera pas la seule. Car le 14 juillet 1789, la Bastille tombe. Les privilèges sont abolis dans la foulée, par la fameuse nuit 4 août 1789. Arlay comme ailleurs, les symboles féodaux deviennent suspects. Âgée de 50 ans, la comtesse quitte Paris pour se réfugier dans le Hainaut, à Ogny, chez des proches. Mais la Révolution la rattrape. En 1793, les biens des nobles sont confisqués
Ces domaines d'Arlay et de Nozoroy sont vendus comme biens nationaux. Terres, meubles, œuvres d'art, jusqu'aux arbres rares du parc, tout disparaît le 7 avril 1793. Et elle est arrêtée à Arras avec son secrétaire et son aumônier. Accusée de correspondance avec les ennemis de la République, elle est transférée à Paris et emprisonnée à la conciergerie. De triste mémoire, je vous rappelle que la reine Marie-Antoinette y sera elle aussi emprisonnée avant son dernier voyage vers l'échafaud. Et ironie du sort, son accusateur n'est autre que René François Dumas, un ancien domestique du château d'Arlay, devenu président du tribunal révolutionnaire. Son procès, présidé par lui-même, se déroule le 6 février 1794. Elle plaide sa cause avec dignité, rappelant qu'en temps de famine, elle avait vendu son blé pour nourrir le peuple. Mais rien n'y fait. Elle est condamnée à mort avec son aumônier et son secrétaire. L'exécution a lieu le lendemain, place de la Révolution à Paris. Elle avait 56 ans. Alors, peu après, Dumas, qu'on surnommait le Dumas rouge, réclame à la Convention le château d'Arlay, en récompense de ses services. Mais la Révolution dévore ses propres enfants. Il sera guillotiné à son tour quelques mois plus tard. Justice est ainsi rendue à la comtesse. Alors, en 1800, le séquestre sur les biens de la comtesse est levé. En effet, le consulat présidé par Bonaparte a tout intérêt à faire revenir l'aristocratie et à la faire travailler pour la consolidation du régime. Et la fille d'Élisabeth Pauline de Gand, Pauline de Brancas, qui est mariée au duc d'Arambert, va revenir. Elle va récupérer le domaine d'Arlay. Et par elle, le château va passer aux familles d'Arambert, aux Vauguier, et puis aux Laguiche, qui œuvrent toujours à la renommée et à la mise en valeur du domaine et du château. Alors, la comtesse de Lauragais, c'est un destin à la fois fastueux et tragique. Une femme du siècle des Lumières, fière de son rang, mais aussi capable de gestes d'humanité. Bâtisseuse, mécène, suzeraine et victime de son temps. Elle incarne la fin d'un monde, celui de l'Ancien Régime. Et sa vie illustre parfaitement la phrase de Talleyrand qui disait « Qui n'a pas vécu sous l'Ancien Régime ignore ce qu'est la douceur de vivre ». Et je vous invite à un prochain épisode, La clé d'histoire, pour à nouveau parcourir les personnages et les événements de notre belle comté.